Voici Tennis for Two, le tout premier jeu vidéo considéré comme tel principalement par commodité et consensus. Utilisant un oscilloscope en guise d'écran, il permet à deux personnes de se renvoyer un point de lumière via deux contrôleurs comparables à nos manettes de jeu actuelles. Bien qu'il soit tombé dans l'oubli, ce jeu est considéré comme le pionnier du jeu vidéo et le tout premier jeu multijoueur de l'histoire. Il marquera le point de départ de l'émergence d'une nouvelle forme de divertissement. Puis viennent les années 80 où là tout s'accélère. En 1972, Pong débarque. 2 bars, une balle et un premier choc culturel. En 1980, Pac-Man voit le jour et envahit les salles d'arcade du monde entier. Pendant que Tetris, sorti en 1984, transforme de simples blocs en addiction mondiale. En 1985, Super Mario Bros change la donne avec son univers coloré et son gameplay fluide. En 1987, Metal Gear introduit l'infiltration. Quant à Final Fantasy, sorti la même année, pose les fondations d'un nouveau genre, le JRPG. Sans oublier Dungeon Master, sorti en 1987 aussi, qui pose les bases du jeu de rôle en temps réel. Mais faisons un saut dans le temps où l'industrie des jeux vidéo est en pleine ascension. Les jeux vidéo entrent dans une nouvelle ère, plus audacieuse, plus cinématographique et plus universelle. Au cours des dernières décennies, les jeux vidéo ont transcendé les frontières générationnelles, s'imposant comme une forme de divertissement majeur. Aujourd'hui, c'est devenu un univers, une culture, une industrie qui concurrence même le cinéma. Des millions de joueurs connectés en même temps, des compétitions diffusées comme des matchs de foot, et des studios qui dépensent des budgets de films hollywoodiens. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où les jeux vidéo c'était encore vu comme un hobby de gamin, un truc qu'on faisait après l'école entre deux devoirs sur une vieille télé cathodique. Et par le biais de mon grand frère, j'ai été introduit aux jeux vidéo à un très jeune âge. Il était pour moi une sorte de streamer Twitch que je suivais et que je regardais jouer pendant des heures sans me lasser. Mais avant de devenir un gamer, je n'étais qu'un spectateur. Je connaissais quelques noms bien sûr comme God of War ou Prince of Persia ou Devil May Cry. Mais pour moi, un jeu, c'était un moment de détente, rien de plus. Et puis il y a eu ce jour, ce déclic, cette immersion totale dans un monde que je n'avais jamais soupçonné. Le jour où j'ai lancé un jeu qui allait changer ma vie à tout jamais et faire de moi un gamer à vie. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings and fly. God be with you. Je voudrais vous parler bien sûr de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ma vie de gamer commence alors en 2004. Âgé seulement de 9 ans, je faisais mes premiers pas dans ce nouveau monde. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était pas une sortie officielle que j'avais attendue pendant des mois. Non, c'était presque par hasard. Mon grand frère, manette en main, les yeux rivés sur la petite télé, prêt à en découdre avec un autre jeu. Et moi à côté en train de dévisager le boîtier posé à côté de la PS2 avec le logo Konami. Et ce titre mystérieux Snake Eater. Je ne savais pas encore que ma vision du jeu vidéo allait changer à jamais. Et dès la première séquence, j'ai senti que j'étais à l'aube d'une révélation. Dès la première cutscene, cette ambiance à part, sculpter l'âme du jeu et tisser l'atmosphère générale. Le personnage retire son casque, puis ses gants, et enfin son masque. Le geste est lent, presque cérémonial. Pas de musique, pas de dialogue, comme si le jeu retenait son souffle. On découvre alors le protagoniste du jeu, Snake. Et c'est là où l'aventure commence réellement. Commencing virtuous mission now. On atterrit dans une jungle soviétique, sans indication et sans tutoriel intrusif. La jungle, le silence et le poids de l'infiltration. Ce n'était pas juste appuyer sur des boutons, c'était être Snake. Il fallait comprendre, s'adapter et survivre. Chaque élément du gameplay me forçait à réfléchir. J'étais dans la peau d'un soldat en mission, pas juste un avatar. Je devais donc observer et anticiper les mouvements de mes ennemis pour les surprendre. Je pouvais aussi utiliser le CQC, qui regroupe toutes les techniques de combat rapproché, pour neutraliser mes ennemis. Le CQC te donne un contrôle total sur l'ennemi. Ce n'est pas juste un système de combat, c'est un outil qui te pousse à jouer de près et à prendre des risques. Je pouvais donc la jouer tactique et m'approcher silencieusement de mes ennemis par derrière,
ou au contraire, aborder une approche plus directe et plus brutale. Je pouvais aussi interroger des ennemis pour avoir des informations utiles. Et le camouflage était un élément clé dans le jeu. À tout moment, je pouvais ouvrir le menu de camouflage et choisir une peinture visage et une tenue. Et chaque combinaison avait un taux d'efficacité selon le terrain. Ce n'était pas juste un jeu d'action, c'était une simulation d'infiltration, presque un jeu de survie à certains moments. Et il fallait chasser pour survivre. Et qui dit chasser, dit manger aussi. Snake a une barre d'endurance qui diminue avec le temps, l'effort ou les blessures. S'il ne mange pas, il devient plus lent, moins stable et sa visée tremble. Et chaque aliment avait droit à son propre commentaire de Snake, et des fois même sa propre animation. Et partout sur mon chemin, je pouvais tomber sur des pièges cachés, des troncs d'arbres suspendus, des fosses camouflées, bien d'autres pièges mortels. Et si on fait pas gaffe, on se fait punir. Et qui dit piège dit blessure. Et chaque blessure compte. Je pouvais me prendre des balles, ou des flèches, ou me fracturer un os. Et bien sûr, pas de potion magique, je devais me soigner manuellement, je devais désinfecter, recoudre, poser une attelle, car chaque blessure a son propre traitement. Snake, you've got a nasty cut. Broken bone, bad burn, gunshot wound, leeches, bitten by a venomous animal, bullet bees burrowing inside your body. I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Mais malgré son temps militaire et dramatique, Metal Gear Solid reste étrangement drôle. Hey, what's up? Why are you naked? Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. Is there a way to take off my pants? Say what? Oh, jeez. Comment vous parler d'MGS sans évoquer les combats de boss. Chaque affrontement racontait une histoire, et chaque boss représentait un point narratif en soi. Pour ne pas spoiler les futurs joueurs de Metal Gear Delta, on sait jamais, laissez-moi vous parler simplement d'un boss en particulier. Un boss, oui, mais bien plus que ça. Un duel contre un vieux sniper légendaire. Un duel lent et silencieux. Ce n'était pas un combat ordinaire, c'était une chasse. Une épreuve de patience, d'écoute et d'instinct. Je chassais un homme qui était devenu mon miroir. Et cet homme n'était autre que The End. Je devais avancer lentement en rampant, parfois des minutes entières, vérifier sur la carte ses emplacements potentiels. Je devais utiliser tous les équipements à ma disposition pour le traquer, comme le micro directionnel par exemple, pour entendre sa respiration. Car l'approche agressive était quasiment inenvisageable. Et au moindre écart, je me faisais punir. Je pouvais aussi utiliser le senseur thermique pour repérer sa chaleur corporelle, et même suivre les empreintes au sol pour retracer ses mouvements. Je pouvais donc envisager de le surprendre par derrière en étant extrêmement discret, ou au contraire, le débusquer de loin et lui mettre un headshot bien placé à ce connard. Et dès que je croyais l'avoir localisé, il disparaissait en m'envoyant à la face une grenade flash, ce qui lui permettait de changer de position, ce qui m'obligeait à recommencer la traque encore et encore et encore et encore. Et aussi frustrant que cela puisse paraître, c'est l'un des boss les plus mémorables que j'ai eu l'occasion d'affronter. Et il y avait le codec, ce petit appareil, cet écran vert, cette voix dans l'oreille, ce petit bip électronique à la fois simple et immédiatement reconnaissable. C'est presque rien et pourtant, il est gravé dans ma mémoire à tout jamais. Ça avait l'air anodin au début, un simple outil de communication comme dans plein de jeux,
Mais très vite j'ai compris que dans Metal Gear, le codex c'est bien plus que ça. C'est un pont entre moi et l'univers, et c'est là que les personnages prennent vie. Là que j'ai découvert les pensées cachées de Snake, les conseils de paramédic et les leçons d'histoire de Civil, et la philosophie de The Boss. C'est là aussi que Kojima glisse ses clins d'œil, ses délires et ses moments absurdes. Et ça rendait le tout encore plus humain. Snake, what are you doing? I'm in a box. A cardboard box? Why are you... I don't know, I was just looking at it, and suddenly I got this irresistible urge to get inside. No, not just an urge. More than that. It was my destiny to be here. In the box. Destiny? What is that you have in your hands? Honestly, when did you start reading magazines like that? Mais au-delà du gameplay et au-delà de tous les aspects techniques, ce que MGS3 m'a offert, c'est un monde riche, cohérent, avec une histoire dense, parfois philosophique, mais terriblement intelligente. Je suis devenu accro, pas seulement au jeu, mais à l'univers entier de Metal Gear, et surtout au personnage principal Naked Snake. Naked Snake n'est pas juste un protagoniste, c'est une figure tragique, charismatique, humaine. Ce n'est pas un héros classique, c'est un homme en construction, un soldat d'élite loyal qui obéissait aux ordres parce qu'il croit profondément en ceux qui l'ont formé. Il a cette force silencieuse, ce calme presque stoïque, mais derrière son regard impassible, on devine une vraie sensibilité. Il observe, il doute, il ressent, mais il ne dit presque rien. On perçoit ses émotions dans ses silences, dans ses gestes, dans la façon dont il hésite avant d'appuyer sur la détente. Et ce qui rend Snake inoubliable, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il endure. C'est la façon dont il porte la douleur sans jamais la montrer. C'est un personnage qui reste en toi bien après les génériques, parce qu'il te confronte à une vérité simple et brutale. Parfois devenir un héros, c'est aussi perdre une part de soi qu'on ne retrouvera jamais. Dès que j'ai terminé MGS3, j'ai voulu tout savoir. J'ai replongé dans les anciens opus, MGS1, MGS2, je me suis mis à lire des wikis, à regarder des théories sur internet et à me retrouver dans des forums pour essayer de comprendre cette histoire complexe imaginée par Hideo Kojima. C'était un mélange de politique, de science-fiction, de philosophie, de trahison et de double jeu. Pour moi, Kojima est devenu un visionnaire et Snake un symbole. Un personnage aussi fort qu'un héros de cinéma et aussi marquant qu'un personnage de roman. Et comme pour MGS3, j'ai eu droit à des combats de boss assez mémorables. Comme le duel de Sniper contre Wolf, ou encore le combat mythique contre Psycho Mantis, qui est capable de lire dans l'esprit de Snake et anticipe donc les mouvements du joueur. Ce qui fait qu'il devient quasiment invincible. La solution a été de changer le port de la manette sur la PlayStation pour pouvoir se libérer de son emprise, ce qui démontre un gameplay vraiment poussé pour l'époque et encore inégalé à ce jour. Et petit à petit, je suis devenu ce genre de fan qui reconnaît un codec rien qu'au son, qui repère une référence cachée dans un dialogue, qui sait que derrière un combat il y a un message politique ou une métaphore sur le libre arbitre. En bref, Metal Gear est une saga sur l'héritage et l'identité, une critique des armes, de la guerre et de la propagande, une narration non linéaire, dense et audacieuse, où les ennemis deviennent des héros et les héros deviennent des monstres, et surtout un univers où les émotions comptent autant que les balles. Et c'est aussi un labyrinthe narratif avec une timeline aussi géniale que tordue. Un monde où les hommes ne sont pas des héros mais des symboles, des icônes tragiques broyées par l'histoire, un récit d'espionnage oui, mais surtout une sorte de mythologie moderne. Metal Gear Solid 3 ne m'a pas juste transformé en gamer, il m'a fait tomber amoureux d'une saga vidéoludique, capable de rivaliser avec les plus grands mythes comme Star Wars. Dans ta gueule, Maître Yoda. Après ça, impossible de jouer juste pour jouer. Je voulais des histoires, des émotions, des mécaniques intelligentes. Je voulais retrouver ce frisson-là, cette immersion totale. Certes, les jeux d'aujourd'hui sont techniquement impressionnants. Les mondes sont vastes, les graphismes photoréalistes et les mécaniques fluides. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai souvent cette sensation étrange, celle de jouer sans vraiment vivre l'expérience. Il y a une sorte de vide, comme si on enchaînait les productions sans âme. On copie les tendances, on remplit des open world sans fin. Mais où est le cœur ? Et tant que les studios chercheront à plaire à tout le monde plutôt que de raconter une vraie histoire, je crois que je continuerai à regretter l'époque des jeux de mon enfance. L'industrie des jeux vidéo vacille parfois, mais tant que des acteurs continueront à incarner nos héros, des créateurs passionnés qui prendront encore le risque de tout miser sur une idée, des studios indépendants qui produiront des univers captivants, des développeurs de génie qui ne cesseront de coder seuls la nuit devant un écran, et des visionnaires qui ne cesseront de croire qu'un jeu peut encore toucher, faire réfléchir ou faire pleurer. Tant que ces personnes subsisteront, alors il y aura toujours une chance de voir naître encore des jeux d'exception.